cas suspecté, qui bénéficie de la présomption d'innocence, comme chacun, mais qui est suspecté de fait de conflit d'intérêts ou non. Mais permettez-moi de lever un peu le débat. Le sujet, c'est peut-être un sujet plus important encore. Emmanuel Macron n'a eu de cesse pendant son mandat précédent d'être entouré de problématiques de conflit d'intérêts. Je pense que c'est le problème du pantouflage aussi qu'il faut mettre sur la table. C'est-à-dire le problème de ces fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires qui sont formés par la France, donc dont la formation est financée par l'ensemble des Français, et qui vont dans le privé, puis qui reviennent dans des cabinets ministériels, et qui se retrouvent presque quasi systématiquement avec un risque de conflit d'intérêts. Il faut mettre fin à cela. Nous allons déposer au Rassemblement national une proposition de loi pour limiter au maximum ces faits de pantouflage qui sont, encore une fois, extrêmement critiquables. Ça veut dire quoi, limiter au maximum? Parce qu'il y a déjà aujourd'hui des demandes à faire, des autorisations à obtenir. Oui, pour vous, ça n'est pas suffisant. Vous demandez en réalité au pouvoir si vous avez le droit de venir travailler avec le pouvoir. Bon, il va vous dire oui. Donc on voit bien que ce qui fonctionne aujourd'hui... Mais vous feriez comment? Il y aura des règles? Nous allons encore une fois réfléchir. Il y aura des règles pour limiter au maximum le pantouflage. Quand vous êtes haut fonctionnaire, vous ne pouvez pas bénéficier de la formation que l'État français vous a payée en réalité, donc que les Français dans leur ensemble vous ont payé pour aller à la tête d'entreprises. Vous avez fait l'ENA, vous restez fonctionnaire et vous n'allez pas gagner votre vie dans le privé. Nous verrons quelles sont les règles que nous mettons en œuvre. Mais vous voyez bien quel est notre objectif, c'est d'arrêter ce pantouflage qui est, encore une fois, une hormone de croissance des conflits d'intérêts. Simplement, Marine Le Pen, là, en l'occurrence, Alexis Kohler, le problème n'est pas qu'il ait travaillé. Il y a deux aspects dans l'affaire. Il y a un aspect qui est en effet qu'il a travaillé comme directeur financier dans ce groupe, mais ça, c'est à la fin, au fond, au moment où Emmanuel Macron lui-même avait quitté Bercy. Le problème et la plainte qui a été retenue pour l'instant, c'est plutôt un lien familial. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait travaillé. C'est un lien familial dont il n'aurait pas suffisamment alerté les autorités alors qu'il travaillait dans des ports et dans l'autorisation. Pas seulement, me semble-t-il, puisque précisément quand il travaillait dans des ports, il a manifestement participé à des décisions pour avantager une filiale de la société dans laquelle il avait travaillé. Donc vous voyez bien que là, on est effectivement clairement dans une problématique de conflit d'intérêts. Marine Le Pen, quand vous dites qu'il a été entouré, Emmanuel Macron, de problématiques de conflit d'intérêts, est-ce que vous sous-entendez par exemple que le fait que lui-même ait travaillé pour la Banque Lazare, que lui-même ait travaillé avec des entreprises comme Nestlé, est-ce que ça vous pose problème? Mais je voudrais comprendre de quoi vous... Oui, par exemple, vous voyez, on va parler du nouveau PDG d'EDF. Oui, qui vient d'être nommé. Le nouveau PDG d'EDF, il a travaillé au bénéfice de la banque Conseil, qui a largement participé à la vente de Alstom Energy. Voilà. Donc, il est choisi, manifestement, pour démanteler en réalité, EDF, c'est-à-dire ce qu'ils savent très bien faire. Donc lui, pour vous, n'aurait pas été nommé. Ça commence à faire beaucoup. Si on veut, je rappelle quand même que Emmanuel Macron avait promis la moralisation de la vie politique. Une république exemplaire. Une république exemplaire. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à la fin du premier mandat, il y a eu quand même énormément de problématiques dans son gouvernement, autour de lui, et manifestement, les choses continuent. Et il n'en tire pas les conséquences. C'est ça en réalité. Vous voyez, le problème, c'est comment se comporte quelqu'un lorsqu'il est informé de cela. Eh bien, manifestement, Emmanuel Macron ne souhaite pas se séparer de M. Kohler. Mais je vous repose la question, pour vous, il devrait démissionner? Oui, je pense qu'il devrait ne plus être à ce poste, oui. Et Éric Dupond-Moretti, mis en examen aussi? Alors c'est pareil. Ministre de la Justice. C'est pareil. Le problème, c'est un problème d'image de la justice. Voilà, il est ministre de la Justice, il n'est pas ministre du Tourisme, il est ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est mis en examen devant la Cour de justice. Enfin, vous comprenez que les Français vont finir par, de ce fait, avoir une suspicion. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation Et ça, on n'a pas le droit. C'est une forme de banalisation de la mise en examen? On se dit c'est pas si grave. Non, je vais vous dire très clairement les choses. Moi, j'ai toujours défendu des principes. Bon, même quand c'était au bénéfice de mes adversaires. C'est le principe du principe, d'ailleurs. Vous voyez, c'est qu'on ne se l'applique pas seulement à soi-même, on en fait bénéficier aussi les autres. J'ai toujours considéré que les dirigeants qui disent
il faut expulser les ministres qui sont mis en examen ont tort. Parce qu'il existe une présomption d'innocence et parce que moi je suis contre le gouvernement des juges. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que ce soit les juges qui décident qui est ministre ou qui n'est pas ministre et qui décident de mettre en examen un tel parce qu'il les dérange pour pouvoir s'en séparer. Voilà. Alors pourquoi est-ce que Éric Dupond-Moretti... Mais Éric Dupond-Moretti, il est ministre de la Justice. Donc encore une fois, si Emmanuel Macron tient énormément à M. Dupond-Moretti, il a qu'à le changer de ministère. Mais la justice, que vous dites à un autre ministère. Mais la justice, ministre de la Justice, c'est non. Mais la justice, elle doit donner une apparence qui est irréprochable. Voilà, c'est le siège de la confiance que l'on doit avoir en elle. Et donc, tant que la justice n'est pas passée, pardon, mais je passe aussi à ce qui se passe sur les rangs de l'Assemblée. Vous êtes évidemment présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. On sait que Adrien Quatennens ne reviendra pas pour l'instant sur les bancs, sans pour autant démissionner de son mandat de député, alors qu'il a reconnu des faits, qu'une plainte a été déposée. Quelle est votre position là-dessus ? Bon, ça n'a ni queue ni tête comme décision, hein. On est bien d'accord. Hein. Je veux dire, soit il part, soit il reste, quoi. Je veux dire, mais enfin, rester député et ne pas siéger, ça n'a ni queue ni tête. Donc là encore, la vraie question, c'est le comportement de la France insoumise. Est-ce que la France insoumise accepte de conserver dans son groupe Adrien Quatennens ? Manifestement, oui. Voilà. Et ça, ça vous choque ? Oui, pour un mouvement politique qui a fait de la défense des femmes, de la lutte contre la violence faite aux femmes, l'alpha et l'oméga de ses interventions publiques, il y a évidemment là un hiatus qui ne peut que choquer tout le monde. À l'inverse, Julien Bayou reviendra. Il l'exprime ce matin dans le journal Le Monde. On va faire le tour de tous les gens qui Il se trouve que ça pose une vraie question aujourd'hui. D'abord, vous le disiez sur ces partis, comment est-ce qu'il gère ce genre d'affaires. Et c'est pas rien. Julien Bayou, il était quand même le patron d'Europe Écologie Les Verts. Donc, qu'il se retrouve dans cette situation où à la fois il a démissionné de ses instances du parti, mais il revient en revanche sur les bancs de l'Assemblée. Il dit qu'il est au fond victime. Il dit qu'il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. Il parle de Sandrine Rousseau comme d'une femme qui a été trop loin. Ce n'est pas un excès de féminisme, dit-il. C'est du dévoiement. On ne balance pas à une heure de grande écoute la situation psychologique de quelqu'un qui souffre ou des accusations sans éléments. Il n'y a pas d'accusation, je ne peux pas me défendre et pourtant je suis présumé coupable. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai peu de respect pour ces gens. C'est qu'en réalité, ils ne redécouvrent les principes que quand c'est à leur propre bénéfice. Mais si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, d'un autre mouvement politique, vous n'auriez jamais eu le même discours de la part de M. Bayou. Donc il a raison quand il dit ça. Mais il a raison pour tout le monde. Et moi, j'essaie toujours de me tenir à cette ligne. C'est-à-dire, j'ai des principes. Je souhaite en bénéficier, mais je souhaite que tout le monde en bénéficie, y compris lorsque ce sont mes adversaires politiques. Ça fait de notre mouvement, je crois, un mouvement un peu différent des autres. Alors Marine Le Pen, parlons du fond de ce qui va se discuter à l'Assemblée et de la manière dont on va peut-être pouvoir ou non changer la vie des Français. D'abord Emmanuel Macron qui passe en quelque sorte au-dessus de l'Assemblée nationale puisqu'il s'adresse directement aux Français hier et qu'il leur propose une sorte de boîte à idées. Ça va s'appeler conseil-refondation.fr. Écoutez. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pouvoir changer les choses ensemble. J'ai besoin que vous puissiez aussi prendre part au travail du Conseil national de la refondation. Et donc avec vous qui portez des idées de changement, qui imaginez des projets pour nos territoires, qui avez des idées très concrètes, de pouvoir nous en faire part en les mettant en commun sur conseil-refondation.fr. C'est une forme de démocratie directe ? Non, c'est un contournement assumé des résultats des législatives qui lui déplaisent. Voilà. Et en même temps, un gadget, comme Emmanuel Macron adore les mettre sur la table. Il n'en sortira rien pour vous. Où en sont les cahiers de doléances des Gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'il y en a ? Je crois qu'ils sont à la BNF, conservés quelque part. C'est ça, dans une poubelle, quoi. Enfin, en quelque sorte, puisqu'ils n'ont jamais été utilisés, ils n'ont jamais été rendus publics. Il n'y a jamais rien qui est sorti de ces cahiers de doléances. Les Français ont, je crois, avec bonne volonté, participé à ces cahiers de doléances et en réalité se sont rendus compte qu'ils avaient été véritablement escroqués. Voilà. Donc, on recommence. Ça redémarre. C'est une forme de, comme je l'ai dit, de comique de répétition. Sauf que c'est de moins en moins drôle. Alors, il y a une Assemblée nationale. Elle est la maison du peuple. Y siègent des représentants du peuple, choisis par le peuple. C'est à l'Assemblée nationale que les grands débats se tranchent. Ça n'est pas dans un Conseil national de la refondation où, en réalité, d'ailleurs, personne quasiment n'a souhaité siéger. Dans l'Assemblée, il y a des textes qui sont déjà sur la table. Celui de l'assurance chômage,
chômage, celui des retraites, le budget bien sûr, mais aucun de ces trois-là, vous ne les voterez? Ah non. Non, j'y suis radicalement opposé. Voilà, je suis radicalement opposé au projet de réforme des retraites que je trouve terriblement injuste et de surcroît totalement inefficace. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle de 2017 que c'était une stupidité totale et une hypocrisie que de souhaiter allonger le délai de travail, la durée du travail. Aujourd'hui, eh bien, il fait en réalité exactement l'inverse. Enfin, ça, pour le coup, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait juste avant sa réélection. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas dire qu'il ne l'avait pas dit. D'accord, mais il a fait campagne sur la retraite à 65, puis peut-être 64 ans. Le Conseil d'analyse économique a fait une étude qui a été rendue publique cet été sur l'efficacité de la réforme Woerth. La réforme Woerth, c'est celle qui a passé la durée du travail de 60 à 62 ans. Bénéfice financier, zéro. Zéro bénéfice financier. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la moitié des gens qui arrivent à l'âge de la retraite sont déjà inactifs, soit parce qu'ils sont en arrêt maladie, soit parce qu'ils sont au chômage, et donc ils bénéficient d'un soutien évidemment de prestations sociales qui rend cette réforme inutile. Là où Emmanuel Macron se trompe, c'est qu'en réalité il se comporte comme en quelque sorte un gestionnaire de la pénurie de travail. C'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est de créer les conditions il a fait baisser de le la chômage, richesse. Ça, vous pouvez le reconnaître. Il y a eu une baisse du chômage. Non, ce Non. n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de baisse du chômage. Il y a eu une ubérisation du marché du travail. C'est-à-dire qu'on a créé des emplois, mais ce sont des emplois précaires. Donc vous considérez que le fait qu'on ait aujourd'hui un chômage qui est au plus faible depuis 30 ans... Non, mais c'est de l'esbrouf. Non, mais ça, c'est de l'esbrouf. Non, mais pardon. Ça, ce sont les arguments du gouvernement. Non, c'est les chiffres de l'INSEE. Non. D'accord. Les chiffres, ce sont ceux de Pôle emploi. Pôle emploi, 5 400 000 inscrits. Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, 5 800 000. Donc il y a 400 000 personnes seulement de moins inscrits à Pôle emploi. C'est déjà moins. Enfin, c'est quand même, oui, ça, le problème, c'est quelle est la pas... qualité des emplois C'est ça le vrai souci. Pourquoi est-ce que nous nous effondrons dans le domaine de la productivité ? Sujet que j'avais évoqué avec Emmanuel Macron pendant le débat du second tour de l'élection présidentielle. Et c'est très grave d'avoir la productivité qui s'effondre par rapport aux autres pays. C'est parce que nos emplois sont des emplois ubérisés, précarisés. Or, nous n'avons plus d'emplois qui créent en réalité véritablement de la valeur. Nous avons des emplois de mauvaise qualité. Et ça a une conséquence sur les retraites. Parce que cette perte de compétitivité, ça coûte 140 milliards. Écoutez-moi, c'est important pour que l'ensemble de ceux qui nous écoutent comprennent ce dont je parle. Le niveau de productivité misérable de la France, c'est une perte de 140 milliards d'euros de PIB. C'est un manque à gagner de 70 milliards de cotisations sociales. Donc évidemment, on se retrouve avec un système de protection sociale. Si je vous suis, vous dites on n'a pas besoin de faire la réforme des retraites, on pourrait trouver l'argent ailleurs. Mais vous savez quoi ? Mais quel argent ? Parce que pour l'instant, il est bénéficiaire, le régime de retraite. Mais si vous lisez le rapport du corps, il dit cette année oui, l'année prochaine il redeviendra déficitaire. Oui, mais de manière dérisoire en réalité. C'est-à-dire que le corps a dit et a toujours dit que sur les 35 prochaines années, la part du PIB qui est consacrée aux retraites n'avait pas vocation à bouger et avait même vocation... Avant de remonter en effet et de redevenir bénéficiaire. Et avait même vocation à baisser. Donc il faut travailler sur notre productivité. Et Emmanuel Macron fait exactement l'inverse en ubérisant l'économie française. Et 2, il faut travailler sur le nombre de personnes qui travaillent en France, et notamment les jeunes. Et c'est toutes les mesures que j'avais proposées pendant la campagne présidentielle. Je voudrais vous poser une question très concrète, une sorte de cas concret. On a eu cette tristesse de la liquidation de Camaïeu avec 2600 salariés qui sont aujourd'hui sur le carreau. Est-ce que si ça avait été vous, à l'Élysée, ça aurait été différent ? Probablement. Qu'est-ce que vous auriez pu faire ou qu'est-ce que vous auriez fait différemment sur le cas précis de Camaïeu ? Eh bien, je vais vous dire, comme j'aurais créé un fonds souverain, dont j'ai parlé à plusieurs reprises pendant la campagne présidentielle, qui est un fonds qui, l'idée était de demander aux Français de devenir actionnaires de la Maison France. Donc, ils prêtaient à ce fonds souverain et on leur rendait des intérêts. Subséquents d'ailleurs. Et j'aurais investi
parce que j'aurais investi dans la réindustrialisation aussi de notre pays. Donc, il y a un certain nombre de secteurs que je considère comme essentiels à la diversité d'une économie moderne, dans lequel nous aurions investi pour pouvoir permettre d'éviter ces faillites en cascade. Mais pardon, ça n'est que le début. La réalité, c'est qu'avec les prix de l'énergie actuels, les sociétés qui vont faire faillite vont se multiplier. Et derrière, il y aura un chômage important. Et c'est là où faire la réforme de l'indemnisation du chômage pour baisser l'indemnisation du chômage aujourd'hui, alors que le gouvernement sait que nous rentrons dans une période extrêmement dangereuse sur le plan de l'emploi, c'est vraiment d'un cynisme absolu. Marine Le Pen, l'imam Iqiyoussen a été arrêté en Belgique. La France demande aux autorités belges de le lui remettre, mais il s'exprime par la voix de son avocate hier en demandant à la Belgique de résister à ces appels de la France. Est-ce qu'il faut le faire revenir en France pour à nouveau l'expulser ? Bien sûr. Bien sûr, il faut faire appliquer la loi. Mais là, il est parti en même temps. Non, mais je veux dire, il est plus sur les territoires français. Si l'objectif c'était qu'il ne soit plus sur les territoires français, il est plus sur les territoires français. Il est parti dans un pays avec lequel nous n'avons plus de frontières. Donc en réalité, il peut revenir quand il veut. Moi qui suis allé assez souvent en Belgique, lorsque j'étais député européen, je peux vous dire que c'est pas une frontière, c'est une véritable passoire. C'est ce qu'ils ont voulu d'ailleurs. Hein. Donc il n'y a absolument aucun contrôle. Donc Monsieur Iqiyoussen est actuellement en Belgique. En réalité, c'est comme s'il était en France. Donc il faut le faire revenir, le juger et l'envoyer au Maroc. Bien mais sûr. si le Maroc ne veut pas de lui ? Et pourquoi le Maroc voudrait pas de lui ? Parce que le Maroc n'a pas renouvelé, semble-t-il, il le fera peut-être, mais en tout cas au moment où on se parle, le Maroc n'a pas renouvelé la possibilité pour lui de venir. Oui, mais il va falloir, avec un certain nombre de pays, rappeler quelles sont les lois internationales et que chacun respecte les lois internationales. Parce que lorsque quelqu'un est condamné à être expulsé et qu'il a la nationalité d'un autre pays, il faut que l'autre pays l'accepte. Et s'il ne l'accepte pas, eh bien, il faut mener une négociation, et une négociation ferme. Une négociation ferme avec le Maroc. Quand vous voyez que Gérald Darmanin a obtenu la fermeture de la mosquée aussi, hein, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que eux ne reprennent quasiment jamais personne. La mosquée d'Aubernais a été fermée par Gérald Darmanin. Vous vous dites que là, pour le coup, c'est une forme de fermeté, que vous auriez pu faire la même chose. Il ne va pas nous faire ça pendant 10 ans, M. Darmanin. Ça fait déjà 5 ans qu'il fait ça. Il ferme une mosquée par-ci, une mosquée par-là. Il renvoie un prêcheur semeur de haine. Mais c'est l'ensemble des mosquées islamistes qu'il faut fermer sur notre territoire. C'est l'ensemble. Sur quels critères Sur quels critères ? Mais sur le critère d'une loi que j'ai déposée, rédigée et présentée aux Français pendant l'élection présidentielle. Une loi de lutte contre l'islamisme. Pas seulement d'ailleurs les prêches, l'ensemble des expressions de l'islamisme sur notre territoire. Il faut mener une guerre sans merci à l'islamisme. Parce que l'islamisme est un totalitarisme. C'est une idéologie totalitaire. Qu'est-ce qu'on fait par exemple avec les jeunes filles ? On a ces chiffres qui remontent sur des stratégies, je cite, d'entrisme à l'école. C'est ce que dit la note des services de l'État en direction des recteurs, avec des offensives, des coups de butoir faits pour faire rentrer la religion à l'école. Quand vous êtes prof, que vous avez devant vous une jeune fille qui à l'intercours remet son voile, mais vous faites quoi ? Il y a des notes sur ce sujet tous les ans. Depuis 2018, je me souviens d'avoir vu une note exactement la même, disant attention, l'entrisme, l'islamisme, etc. Donc, qu'a fait Emmanuel Macron. Pap Ndiaye dit j'attends des chiffres plus précis. Justement, voilà. La réponse d'Emmanuel Macron à la montée en puissance de l'islamisme, c'est la nomination de Pap Ndiaye, qui passe sa vie à aller à l'étranger pour vomir sur la France. Non, il passe en pas disant sa vie à l'étranger pour vomir sur la France. Je suis navré, si. Et il y a dit des choses à une vidéo dont la traduction. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas dire il passe sa vie à l'étranger pour vomir sur la France. Il y a un problème de traduction. Pap Ndiaye, nous connaissons. Non, je ne dis pas qu'il y a un problème de traduction. Je dis juste que lui pose la question de savoir si on peut étudier le genre en France. Nous connaissons ses convictions. Voilà. Nous les connaissons, les convictions de Pap Ndiaye. Et il considère qu'il y a un problème racial en France, il l'a dit et il est allé le dire à l'étranger, ce qui est à mon sens impardonnable. D'abord parce que c'est faux et deuxièmement parce que quand on est ministre de la République, on ne va pas critiquer son pays à l'étranger. Vous voyez, j'ai encore moi des principes, j'aimerais bien que un certain nombre de personnes les respectent. Donc Pap Ndiaye n'est pas en capacité de lutter, je le crois, contre le communautarisme. Mais est-ce que Jean-Michel Blanquer était davantage en capacité de lutter contre le communautarisme ? La preuve que non, puisque manifestement les résultats sont là. Oui, le problème, c'est Emmanuel Macron, je suis bien d'accord avec vous. Oui, c'est vrai, c'est la direction, c'est la tête qui pose un problème. Voilà. C'est qu'en matière de lutte contre l'islamisme, on ne peut pas faire de en même temps.
C'est pas possible. On ne peut pas accepter que l'Union européenne fasse des affiches pour faire la promotion de fillettes de 4 ans voilées. Ils l'ont retiré. Ah, chouette alors. Jusqu'à la prochaine, parce que ça doit faire au moins la 4e qu'il sort sur ce... Voilà. Donc, vous voyez, il y a la défense chez ces élites d'une idéologie dont je considère qu'elle est destructrice pour notre identité et pour notre sécurité, et particulièrement, il faut bien dire, pour la sécurité et la liberté des femmes. Un mot sur la sécurité, tiens, il y a eu 3 morts par balle à Marseille en 24 heures, des règlements de compte liés au trafic de drogue. Certains maires, y compris de droite, disent qu'il faudrait peut-être légaliser le cannabis pour le faire sortir de l'illégalité et contrôler à nouveau tout cela. Bien sûr, et donc les dealers deviendront carleurs, je suppose, puisqu'ils ne pourront plus vendre de drogue, ils deviendront, je sais pas, comptables peut-être. Non, mais c'est une véritable plaisanterie. Ces gens qui sont dans la délinquance et dans la criminalité, si demain, ce qui serait un drame pour nos enfants, on rend légale la vente de drogue, ils iront faire autre chose. Ils vendront des faux médicaments. Ils vendront peut-être, ils arnaqueront les gens. Donc, il faut arrêter avec ces propositions de bisounours. Ce qu'il faut, c'est d'abord réguler l'immigration dans notre pays de la manière... Je vous parle de trafic de drogue, vous répondez immigration. La plus stricte qui soit. Pourquoi ? Parce que l'immigration anarchique, dérégulée, est un des éléments importants de la montée de l'insécurité dans notre pays. Donc déjà, commençons par ne pas conserver sur notre territoire des délinquants et des criminels étrangers qui n'ont rien à faire chez nous, qui devraient être chez eux. Et puis, à ce moment-là, on aura en même temps les moyens et la disponibilité pour demander à la justice la plus grande sévérité et pour faire appliquer les peines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous pouvez multiplier les prononcés de peine, c'est l'avocate qui vous parle. Mais à partir du moment où la peine prononcée n'est pas exécutée, c'est encore pire que si vous n'aviez pas prononcé la peine. Un dernier mot. Elisabeth Borne s'est adressée à vous. Elle vous a regardé hier à l'Assemblée quand elle a dit ça. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions, n'en déplaise à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elles fonctionnent. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, elles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas. Et même, elles sont contre-productives. La réalité, c'est que grâce à ces sanctions, la Russie a fait 40 milliards de bénéfices de plus sur l'exportation de son pétrole. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais de surcroît, ça sert les Français. Nous allons avoir un hiver difficile. Peut-être faire encore plus difficile celui et il y aura de la responsabilité de ceux qui ont pris des décisions qui étaient des décisions non réfléchies. Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. Merci d'être venue répondre à mes questions. Il est 8h54. Merci à Pauline de Malherbe. Dans quelques instants, le live sur BFM TV avec bien sûr les déclarations de Marine Le Pen ce matin à votre micro. On reviendra aussi sur l'affaire Julien Bayou qui déclare ce matin dans Le Monde: Sandrine Rousseau est allée trop loin. Le boycott du mondial au Qatar et puis la guerre de la drogue à Marseille également au programme. À tout de suite. Qui peut concurrencer MAF Pro ? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros, on préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. c'est rassurant. Je préfère la MAF. Be your own boss. Boss Bottled, Parfum, the new intensity. Expérience électrique activée. Le meilleur de l'hybride devient une réalité.